La salle du conseil d'administration sentait le cuir cher et le pouvoir incontesté depuis des décennies. À 51 étages au-dessus de Manhattan, entouré d'hommes en costume qui coûtaient plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens, je suis resté assis en silence et je les ai laissés se demander pourquoi j'étais là. William Morrison se tenait à la tête de la table en acajou, ses cheveux argentés parfaitement coiffés, son costume bleu marine sur mesure assez net pour couper du verre. À 72 ans, il se comportait toujours comme un homme qui n'avait jamais entendu le mot « non ». Ses yeux n'arrêtaient pas de se poser sur moi, la confusion ondulant sur son visage chaque fois qu'il tombait sur mon simple cardigan gris et mes chaussures plates pratiques. Je pouvais voir la question se former. Pourquoi la couturière du Queens est-elle assise à cette table? Ma fille Jessica n'était pas encore là. Je m'en étais assuré. Ce moment devait se dérouler dans un ordre particulier. Madame Sullivan, dit finalement William, sa voix portant ce mélange particulier de condescendance et de politesse. Je ne suis pas sûr. Il y a eu une sorte d'erreur. C'est une réunion du conseil d'administration à huis clos. Il n'y a pas d'erreur, dis-je doucement. Ma voix ne tremblait pas. 68 ans de vie vous apprennent quelles batailles exigent des cris et lesquelles exigent autre chose. Le plus jeune membre du conseil s'agita mal à l'aise. Les deux autres échangèrent des regards. Ils savaient qui j'étais, de la façon dont les familles riches connaissent l'aide, la belle-mère du Queens qui ne s'était jamais vraiment intégrée à leur monde étincelant. La mâchoire de William se crispa. Madame Sullivan, je dois vraiment insister. Je m'emballe, l'interrompis-je. Laissez-moi commencer par le début. Je croisai les mains sur la table. Mon alliance, le simple anneau d'or que James avait mis 3 mois à économiser pour acheter, captait la lumière de novembre. Dehors, Manhattan scintillait. À l'intérieur, l'air s'était immobilisé. Je m'appelle Margaret Sullivan. J'ai 68 ans. J'ai vécu dans la même maison dans le Queens pendant 43 ans. J'ai travaillé comme couturière la plupart de ma vie d'adulte. Et avant cela, j'ai aidé mon mari James à gérer son entreprise de plomberie. Je fis une pause. Pour la plupart d'entre vous, j'ai été invisible pendant 15 ans. L'expression de William passa de l'irritation à l'alarme. Mais pour comprendre comment j'ai fini ici, tenant l'avenir de cette entreprise entre mes mains, vous devez savoir d'où je viens. Vous devez connaître James, Jessica, les choix que j'ai faits et que personne ne connaissait. Je regardais directement William. Et le moment, préparé depuis 15 ans, où j'ai finalement arrêté d'être silencieuse. La salle du conseil était maintenant absolument silencieuse. Dehors, la ville continuait sa vie. Ici, tout s'était arrêté. L'histoire que j'allais raconter allait tout changer. Elle allait briser les illusions, bouleverser les dynamiques familiales et forcer chaque personne dans cette pièce à reconsidérer ce qu'elle pensait savoir sur la femme du Queens qui avait passé 15 ans à être invisible par choix. Mais d'abord, il devait comprendre comment tout avait commencé. Je suis né en 1955 dans un appartement de 2 chambres au-dessus d'une boulangerie polonaise dans le Queens. Mon père était chauffeur de bus. Ma mère faisait des ménages. J'ai appris très tôt que l'argent ne vous rendait pas meilleur que les autres, mais ne pas en avoir rendait la vie plus difficile. En 1975, à l'âge de 20 ans, j'ai rencontré James Sullivan. Il avait 22 ans, apprenti plombier aux mains calleuses et au sourire bienveillant. Nous nous sommes mariés en 1977. En 1981, notre fille Jessica est née. James travaillait dur. Dans les années 90, il avait créé une petite entreprise de plomberie et d'entretien de bâtiments. Rien d'extraordinaire, mais stable. Il m'a appris tout ce qu'il savait sur les bâtiments. Comment ils fonctionnaient, ce qui se cassait, ce qui durait. Margaret, disait-il, un bâtiment, c'est comme une personne. Il faut regarder les os, pas la peinture. Je ne savais pas alors à quel point cette leçon serait importante. En 2003, James est décédé. Il avait 48 ans, une crise cardiaque sur un chantier. Il m'a laissé 3 millions de dollars d'assurance vie et 8 millions de la vente de son entreprise. 11 millions au total. Jessica avait 22 ans, à l'université, en deuil. J'avais 48 ans, veuve, seule. J'aurais pu vivre confortablement avec cet argent pour le reste de ma vie. Mais je ne voulais pas de confort. Je voulais un but. J'ai engagé un avocat. Le bureau de Robert Foster était petit, mais il était vif.
Il s'était occupé des contrats de l'entreprise de James. Je veux investir cet argent, lui ai-je dit, prudemment, intelligemment. Que savez-vous de l'investissement? Rien, mais je vais apprendre. J'ai passé 2003 et 2004 à apprendre, livres, séminaires, état financier. En 2004, j'ai fait mes premiers investissements en actions. L'introduction en bourse de Google à 85 $ l'action. J'ai acheté 20 000 actions. Apple se négociait autour de 50 $. J'ai acheté 10 000 actions. Amazon était à 38 $. J'ai acheté 15 000 actions. Mais les actions ne suffisaient pas. Je me suis souvenu de ce que James m'avait appris. Regardez les os. En 2004, j'ai commencé à acheter des immeubles. Pas à Manhattan. Dans le Queens, dans le Bronx, à Brooklyn. Des immeubles avec de bons os, mais une gestion terrible. Des tuyaux cassés, des locataires négligés, des propriétaires avares qui les avaient laissés se dégrader. Je les achetais pour une bouchée de pain, j'utilisais les connaissances de James pour les réparer correctement, puis je les vendais lorsque le marché se retournait. Entre 2004 et 2006, l'immobilier à New York a explosé. Les immeubles que j'avais achetés pour 300 000 $ en valaient 900 000 $. En 2007, mon portefeuille ressemblait à ceci: actions technologiques, 35 millions de $, immobilier, 70 millions de $, autres investissements, 20 millions de $, réserves de liquidité, 25 millions de $. Total, 150 millions de $. En 4 ans, j'avais transformé 11 millions en 150 millions. Pas par chance, mais grâce aux leçons de James et à mon propre travail minutieux. Cet été-là, Jessica a appelé. Maman, j'ai rencontré quelqu'un de spécial. Il s'appelait Brandon Morrison, fils de William Morrison, fondateur de Morrison Capital Group. J'étais heureuse pour elle. Je n'avais aucune idée de ce qui allait arriver. En septembre 2008, la crise financière a frappé. Lehman Brothers s'est effondré. Bear Stearns a fait faillite. L'ensemble du système financier était au bord du gouffre. Et Morrison Capital, l'entreprise que le futur beau-père de ma fille avait bâtie, était à 48 heures de la faillite. Ils avaient besoin de 50 millions de $. J'avais 150 millions. Je pouvais les sauver. La question n'était pas de savoir si je le pouvais. La question était de savoir si je devais le faire, et plus important encore, saurait-il un jour que c'était moi? Je me suis assise dans mon petit salon du Queens, entouré de meubles que j'avais depuis 20 ans, et j'ai pensé à ma fille. Elle tombait amoureuse d'un homme dont la famille était sur le point de tout perdre. Je pouvais les sauver, mais je le ferais à ma façon, silencieusement, invisiblement. Je leur donnerais 15 ans pour me montrer qui ils étaient vraiment. 15 ans pour voir s'ils me traiteraient avec respect alors qu'ils pensaient que je n'avais rien. 15 ans pour voir si ma fille choisirait l'amour ou l'argent. J'ai décroché le téléphone. Robert, je dois créer une LLC du Delaware, propriété anonyme, et je veux que ce soit fait en 72 heures. Jessica a rencontré Brandon Morrison en juillet 2007 lors d'un gala de charité à Manhattan. Elle avait 26 ans, 3 ans dans sa carrière de relations publiques, confiante en la femme qu'elle était devenue. Du moins, c'est ce que je pensais. En août, Brandon est venu dans le Queens. J'ai pu voir son malaise dès qu'il est entré dans notre appartement. Jessica a observé son visage, l'a vu prendre la mesure des meubles usés, de la table de cuisine où je faisais mes travaux de couture. Maman, pourquoi n'irions-nous pas dîner au restaurant, dit rapidement Jessica. Brandon n'est pas vraiment. Je veux dire, c'est plus confortable dans un restaurant. J'ai vu la façon dont elle regardait notre maison à travers ses yeux. En octobre, Jessica m'a appelé, anxieuse. Maman, je veux que tu comprennes quelque chose. La famille de Brandon est. Ils sont différents. C'est de l'argent ancien. Manhattan, domaine dans le Connecticut. Son père possède Morrison Capital. Je sais, chérie. Alors, quand tu les rencontreras, peut-être ne mentionne pas la couture ou le Queens. Je suis restée silencieuse. Je n'ai pas honte de toi, maman. Je veux juste. Je veux que ça se passe bien. Mais savoir raconter une autre histoire. Le premier dîner au domaine des Morrison a eu lieu en février 2008. Avant d'entrer, Jessica m'a prise à part. Maman, s'il te plaît, laisse-moi parler.
Et s'il te pose des questions sur ton travail, dis peut-être simplement que tu fais des retouches. Ça sonne plus professionnel. À l'intérieur, la maison était immense. Des lustres en cristal, des peintures à l'huile, du personnel en uniforme officiel. William Morrison nous a accueillis dans le hall d'entrée. 72 ans, cheveux argentés, costume sur mesure. Alors, vous êtes la mère de Jessica. Il m'a regardé de haut en bas. Une couturière. Comme c'est charmant. Avant que je puisse répondre, Jessica a ri nerveusement. Maman fait un travail magnifique, très qualifié. Patricia Morrison est apparue. La mère de Brandon. Des diamants. Un tailleur Chanel. Comme c'est pratique, a-t-elle dit en regardant ma robe. Vous pouvez faire vos propres vêtements. Jessica a rougi, n'a rien dit. Nous nous sommes assis pour dîner. J'ai été placé au bout de la table, près de la porte de la cuisine. Jessica s'est assise près de Brandon, près de William et Patricia. Pendant le dîner, William a dominé la conversation, affaires, héritage des Morrison. À un moment donné, il s'est tourné vers moi. Alors, Margaret, que pensez-vous des conditions actuelles du marché? Avant que je puisse répondre, Jessica est intervenue. Maman ne suit pas vraiment la finance, papa Morrison. Elle est plus dans le travail pratique, manuel. Papa Morrison. Elle avait déjà adopté le titre. Patricia a souri. Comme c'est rafraîchissant. Quelqu'un qui travaille de ses mains. Jessica a hoché la tête avec empressement. Oui, maman est très douée dans ce qu'elle fait. J'ai observé ma fille. J'ai vu qu'elle essayait de m'intégrer à leur monde en me faisant paraître plus petite. Après le dîner, dans la voiture, Jessica s'est tournée vers moi. Merci d'avoir été, tu sais, silencieuse. Je sais que c'est difficile, mais ils apprennent juste à te connaître. Jessica, s'il te plaît. Maman, j'aime vraiment Brandon. Ça pourrait être quelque chose de sérieux. Donne-leur juste le temps de s'habituer à toi. Je n'ai pas dit ce que je pensais. Ils ne s'habitueront jamais à moi parce que tu leur as déjà dit que je ne valais pas leur temps. Au cours de l'été et de l'automne 2008, la crise financière s'est aggravée. J'ai entendu Brandon au téléphone lorsqu'il a rendu visite à Jessica dans son appartement. L'entreprise de papa a besoin de capitaux. 50 millions ou nous faisons faillite. Le visage de Jessica est devenu pâle. Peux-tu les obtenir? On essaie. Après son départ, Jessica m'a appelé. Maman, la famille de Brandon traverse une période difficile. Je dois être un soutien. Alors, peut-être devrions-nous sauter nos dîners hebdomadaires pendant un certain temps. Je dois me concentrer sur le fait d'être là pour lui. Bien sûr, chérie. Et maman, quand tu viendras, porte peut-être quelque chose de plus joli. Brandon a mentionné que tes vêtements sont un peu usés. Ça a fait plus mal que la condescendance de William parce que ça venait de ma fille. En septembre, Brandon a fait sa demande. Jessica m'a appelé en pleurant. Des larmes de joie. Il m'a demandé en mariage. Maman, tu y crois? Je suis si heureuse pour toi, mon bébé. Il y a juste une chose. Sa voix a changé. Prudente. Le mariage sera petit. Famille seulement. Et la famille de Brandon est. Ils sont très traditionnels, donc le plan de table pourrait être un peu formel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu seras probablement près du fond avec certains des cousins éloignés et du personnel de Brandon. C'est juste leur façon de faire. Je me suis assise dans mon petit salon du Queens, entouré de meubles que j'avais depuis 20 ans, et j'ai calculé dans ma tête. J'avais 150 millions de dollars sur des comptes soigneusement gérés. Je pouvais sauver William Morrison. La question n'était pas de savoir si je le pouvais. La question était de savoir si je devais le faire. Et plus important encore, saurait-il un jour que c'était moi? J'ai appelé Robert Foster le 15 octobre 2008. Je dois créer une LLC du Delaware, propriété anonyme, superposée à des fiducies offshore, et je veux qu'elle soit opérationnelle dans les 72 heures. Robert a fait une pause. Margaret, c'est une infrastructure sérieuse. Puis-je demander pourquoi? Je vais sauver une entreprise de la faillite et personne ne doit savoir que c'est moi. Pour combien de temps?
15 ans, peut-être plus. Robert n'a pas demandé pourquoi. Il a juste dit, je m'en occupe. 5 jours plus tard, MS Holdings LLC existait. Enregistrement dans le Delaware, directeur prête-nom aux îles Caïmans, une trace écrite qui menait à travers 3 sociétés écrans, 2 fiducies et une fondation du Liechtenstein. Légalement blindé, complètement opaque. Mais la structure ne suffisait pas. J'avais besoin d'un visage. Robert, vous serez l'agent enregistré. Vous assisterez à toutes les réunions du conseil d'administration. Vous voterez mes actions. Vous répondrez à leurs questions. Que dois-je leur dire? Que vous représentez un investisseur institutionnel. Anonyme. C'est tout. Ils en demanderont plus. Laissez-les demander. Vous êtes avocat. Vous savez comment dévier. Le 25 octobre, MS Holdings a fait une offre à Morrison Capital Group, 50 millions de dollars pour 51% des capitaux propres. Les avocats de William Morrison l'ont examiné pendant 3 jours. Ils n'avaient pas le choix. L'entreprise s'effondrait. Le 28 octobre, l'accord a été conclu. Je détenais 51% de l'entreprise de William Morrison. Il n'en avait aucune idée. Pendant les 15 années suivantes, Robert Foster est devenu le fantôme de chaque réunion du conseil d'administration. William a essayé de découvrir qui était vraiment MS Holdings. En 2009, il a engagé un détective privé. La piste s'est arrêtée aux îles Caïmans. En 2011, il a exigé que Robert révèle le bénéficiaire effectif. Robert a invoqué le secret professionnel de l'avocat et la confidentialité de l'entreprise. En 2014, William a essayé d'imposer une modification des statuts exigeant que tous les actionnaires divulguent leur identité. La réponse de Robert, cela violerait notre accord d'investissement initial. Nous vous poursuivrions pour rupture de contrat. Vous perdriez. William a reculé. Chaque année, Robert assistait aux réunions, votait en mon nom, approuvait les budgets, signait des documents, et chaque année, William s'enrichissait sur mon capital. L'entreprise que j'avais sauvée a prospéré. William a donné des interviews sur son brillant leadership pendant la crise. Il n'a jamais mentionné les 50 millions de dollars qui l'ont sauvé. 13 décembre 2008. Le jour du mariage de Jessica. Je suis arrivé tôt, vêtu de ma meilleure robe, bleu marine, vieille de 20 ans, mais bien entretenue. Jessica m'a accueilli à la porte. Belle, mal à l'aise. Maman, je dois te parler du plan de table. D'accord. Tu seras au dernier rang avec certains des cousins éloignés de Brandon. Je l'ai regardé. Ce n'est pas personnel, maman. C'est juste la façon de faire de la famille de Brandon, par ordre d'importance. Et je ne suis pas importante. S'il te plaît, ne rends pas les choses difficiles. C'est le jour de mon mariage. J'ai besoin que tu suives le mouvement. Est-ce que William a décidé ça? Jessica a détourné le regard. C'est moi qui ai décidé, maman, parce que je sais comment pense sa famille. Si tu es au premier plan, ils poseront des questions sur qui tu es, ce que tu fais, et je ne peux pas gérer ça aujourd'hui. Alors, je me suis assise au dernier rang, entre une femme de ménage et un cousin au 3e degré. J'ai regardé ma fille épouser une famille qui méprisait tout ce que j'étais. Pendant la réception, William a porté un toast. Nous accueillons Jessica dans la famille Morrison. Malgré ses origines modestes, elle a fait preuve d'une grâce remarquable. Elle comprend que faire partie de cette famille signifie respecter certaines normes. Les gens ont ri. Jessica a souri, a hoché la tête. Elle ne m'a pas défendu. Je me suis éclipsé tôt, j'ai pris le train pour retourner dans le Queens. Dans mon appartement, je me suis assise dans le noir et j'ai fait une promesse. 15 ans. Je leur donnerai 15 ans pour me montrer qui ils étaient vraiment. Je détenais 51% de l'entreprise de William Morrison. J'avais sauvé son héritage, sa réputation, l'œuvre de sa vie. Et au mariage de ma fille, j'étais assise seule au dernier rang pendant qu'il parlait de normes. Robert Foster continuerait d'assister aux réunions, de voter mes actions, de garder mon secret, et j'attendrais. 15 ans. Je me suis dit que j'avais le temps. J'avais 51%. Et j'avais de la patience. Emily est née le 15 mars 2009. Jessica m'a appelé de l'hôpital à 3 heures du matin.
Maman, a-t-elle murmuré, tu es grand-mère. J'étais là en 40 minutes. William et Patricia sont arrivés à 8 heures avec un photographe professionnel. Pendant 6 mois, je suis venu chaque semaine. Je tenais Émilie pendant que Jessica faisait la sieste. Je changeais les couches. Je la berçais pour qu'elle s'endorme. Puis les choses ont changé. En 2010, mes visites hebdomadaires sont devenues bimensuelles. Maman, nous avons Caroline maintenant, la nounou. Elle est vraiment bien, donc tu n'as pas besoin de venir aussi souvent. Je ne viens pas parce que tu as besoin de moi. Je viens parce que je veux voir ma petite fille. Je sais, mais Caroline a un emploi du temps. Quand tu viens, ça perturbe les choses. Les visites sont passées à 2 fois par mois. En 2011, j'ai proposé de garder les enfants. Maman, non. Nous payons Caroline pour ça. Je ne demande pas à être payée, Jessica. C'est juste. Tu ne connais pas la routine. Caroline sait comment nous aimons que les choses soient faites. À l'automne, je voyais Émilie 1 fois par mois. Puis Jessica est tombée de nouveau enceinte. Lucas est né en mars 2012. Je l'ai appris sur Facebook. Une photo. Bienvenue au monde, Lucas James Morrison. 67, j'aime. J'ai appelé Jessica. Chérie, tu as eu le bébé. Oh oui, hier. Je voulais t'appeler, maman. C'est juste. Ça a été la folie. Puis-je venir te voir? Peut-être dans quelques jours. Nous sommes encore en train de nous installer. 2 semaines plus tard, je suis enfin venu. Je suis resté 30 minutes. En 2013, Émilie a eu 4 ans. Jessica a organisé une fête d'anniversaire, château gonflable, traiteur, 30 enfants. Je n'étais pas invité. Je l'ai appris sur Facebook. Des photos d'Émilie avec une couronne. William et Patricia au premier plan. J'ai appelé Jessica. Je n'étais pas au courant de la fête d'Émilie. C'était à la dernière minute, maman. Très petit. Il y avait 30 enfants. Silence. Je veux dire, petit du côté de la famille. Juste du côté de Brandon. Jessica, je suis sa grand-mère. Je sais. Je suis désolé. La prochaine fois. Il n'y a pas eu de prochaine fois. En 2014, je suis venu pour Thanksgiving. Émilie avait 5 ans. Elle m'a regardé avec des yeux confus. Qui es-tu? Jessica a ri nerveusement. Émilie, c'est grand-mère Margaret. Tu te souviens? Émilie a secoué la tête. Plus tard, Lucas a demandé, pourquoi ne la voyons-nous pas? Jessica a jeté un coup d'œil vers moi. Grand-mère habite très loin. Elle est très occupée. J'habite dans le Queens, ai-je dit doucement. À 23 minutes en métro. Le visage de Jessica s'est crispé. Maman, pas maintenant. Patricia, assise à proximité, a ajouté, certaines personnes préfèrent une vie plus simple, ma chère. Jessica ne l'a pas corrigé. Sur le chemin du retour, Jessica a dit qu'il n'y avait pas de place dans leur voiture. Je me suis assise dans mon Uber et j'ai regardé par la fenêtre. Ma petite fille ne me reconnaissait pas. Ma fille lui a dit que j'habitais très loin et que j'étais très occupé. J'habitais à 23 minutes. Je n'étais pas occupé. J'étais effacé. Dans les années qui ont suivi, j'ai essayé. Cadeau d'anniversaire, cadeau de Noël, appel téléphonique. Les réponses de Jessica sont devenues plus courtes. Merci pour le cadeau, maman. Désolé, on a manqué ton appel. On est vraiment occupé en ce moment. En 2015, je voyais Émilie et Lucas 3 fois par an. En 2016, 2 fois par an. En 2017, Jessica a cessé de répondre à mes appels. Elle envoyait un texto des heures plus tard. Désolé. En réunion. J'ai vu mes petits-enfants grandir sur Facebook. Premier jour d'école. Costume d'Halloween. Vacances à la plage. Je n'étais sur aucune des photos. Pendant ce temps, Morrison Capital a prospéré. Ma fortune a atteint 800 millions de dollars en 2014.
J'étais assise dans mon appartement du Queens à coudre des robes pour la petite fille de Madame Rodriguez pendant que ma fille faisait comme si je n'existais pas. J'ai quitté ce dîner de Thanksgiving en 2014 et je suis rentré chez moi. Je n'ai pas pleuré. Je me suis assise à ma machine à coudre et j'ai fait l'ourlet d'une robe. Le rythme de l'aiguille m'a calmé. Point par point, je me suis rappelé, patience. Je m'étais promis 15 ans. 6 ans de passé, 9 de plus à attendre. J'avais le temps. Je pouvais être patiente pendant 9 ans de plus. Les gens demandent ce que j'ai fait avec 800 millions de dollars en 2015. La même chose que ce que j'ai fait avec 8 cents dollars en 1985. J'ai vécu ma vie. Je me suis levé à 6 heures, j'ai fait du café, j'ai pris le métro pour faire du bénévolat, et tous les quelques mois, si Jessica s'en souvenait, je voyais ma fille pour un déjeuner gênant. L'ère des médias sociaux a commencé. L'Instagram de Jessica est devenu une galerie de sa vie parfaite, le premier jour d'école maternelle d'Emily, les matchs de football de Lucas, les voyages de ski à Aspen, les étés à Nantucket. Des centaines de photos. Je n'étais sur aucune d'entre elles. Parfois, j'apparaissais en arrière-plan et Jessica publiait la photo. Des heures plus tard, elle était remplacée par une version recadrée. Moi, soigneusement retiré. Une fois, j'ai commenté, magnifique, j'aurais aimé être là. Jessica l'a supprimé en quelques minutes. En 2016, Emily a eu 7 ans. Sa fête a eu lieu au domaine des Morrison. Je l'ai appris par Madame Rodriguez. Margaret, ils avaient des poneys, un magicien, 200 personnes. Je n'étais pas invité. J'ai envoyé un texto à Jessica. J'ai entendu dire que la fête d'Emily était adorable. Elle a répondu 6 heures plus tard. Merci, maman. C'était à la dernière minute. À la dernière minute avec des poneys et un magicien. En 2017, Lucas a commencé à poser des questions. Jessica a posté une vidéo de lui au dîner. Maman, pourquoi grand-mère Margaret ne vient-elle pas à mes matchs? Voix de Jessica, grand-mère Margaret est très occupée, mon chéri. Elle a sa propre vie. Lucas, elle ne nous aime pas. Jessica, elle vit juste différemment de nous. Elle vit différemment de nous. Traduction, elle n'a pas sa place. En 2018, Emily avait 9 ans. Elle a écrit une rédaction intitulée « Ma famille ». Jessica a posté une photo de celle-ci. L'écriture d'Emily, ma famille comprend ma mère, mon père, mon frère Lucas, mon grand-père William, ma grand-mère Patricia et mon oncle Marcus. La famille est la chose la plus importante. Aucune mention de moi. En 2019, j'ai proposé de payer le camp d'été d'Emily, 5 000 $. La réponse de Jessica, c'est généreux, maman, mais nous n'avons pas besoin de ton argent. Nous n'avons pas besoin de ton argent. Comme si mon offre était insultante. 2020 a apporté la pandémie. Jessica n'a pas appelé pendant 6 semaines. J'ai envoyé un texto, j'espère que tout le monde est en bonne santé. Elle a répondu, nous allons bien. Occupée avec l'école à la maison. En 2021, j'ai eu 66 ans. Jessica a oublié. Elle a appelé 3 jours plus tard. Oh mon Dieu, maman. Je suis désolé. Bon anniversaire en retard. Ce n'est pas grave. Je me rattraperai. Elle ne l'a pas fait. En 2022, Emily a eu 13 ans. Je lui ai envoyé un collier en argent sterling. Emily a envoyé un texto, merci pour le collier. 4 mots, pas de photo, pas de suivi. En 2023, les contacts s'étaient réduits à 2 ou 3 fois par an. Un texto à Noël, un bref appel pour la fête des mères. Emily et Lucas grandissaient sans moi. Jessica m'avait effacé avec succès. Pendant ce temps, Morrison Capital a grimpé en flèche. L'entreprise que j'avais sauvée gérait désormais 4,2 milliards de dollars d'actifs. Ma participation de 51% valait plus de 2 milliards de dollars. En octobre 2023, ma valeur nette totale a atteint 2,1 milliards. Je vivais toujours dans le Queens, je vendais toujours des robes, je prenais toujours le métro, toujours invisible. Début novembre, Jessica a appelé. Maman, William veut t'inviter à Thanksgiving cette année. J'ai fait une pause. William Morrison veut que je vienne à Thanksgiving. Ouais.
Il a pensé que ce serait bien. La famille. J'étais de la famille depuis 15 ans. Il ne m'avait jamais invité auparavant. Pourquoi maintenant? Jessica a hésité. Est-ce que ça a de l'importance? C'est une branche d'olivier. Tu devrais l'accepter. 15 ans de silence. 15 ans à être recadré, oublié, effacé, et maintenant soudain une invitation. Ce n'est pas de la gentillesse, ai-je pensé. C'est un piège. Mais j'ai dit, d'accord, je serai là. Parce qu'après 15 ans de silence, j'étais enfin prête à parler. Le mercredi avant Thanksgiving, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis plus d'une décennie. Je suis allé chez Macy's et j'ai acheté une nouvelle robe. Pas cher. Je ne pouvais toujours pas me résoudre à dépenser plus de 80 $, mais elle était neuve. Bleu marine, simple, digne. Madame Rodriguez m'a vu monter mes marches d'entrée avec le sac de course. Tu as l'air différente, Margaret, a-t-elle dit en étudiant mon visage. Déterminée. Je le suis, lui ai-je dit. Cet après-midi-là, j'ai appelé Robert Foster. Les documents sont-ils prêts? Tout est préparé, a-t-il dit. Les avis de divulgation ont été rédigés. Le service juridique a tout examiné 2 fois. La réunion du conseil d'administration est prévue pour lundi. Et vous êtes certain que la structure de propriété résistera à un examen minutieux? Margaret, je protège ce secret depuis 15 ans. La structure est blindée. LLC du Delaware, fiducie superposée. Une documentation impeccable. Quand vous serez prête à le révéler, personne ne pourra le contester. Bien, ai-je dit, parce que je suis prête. Après avoir raccroché, j'ai fait un sac de voyage. J'ai dit à Jessica que je pourrais rester dans un hôtel voisin plutôt que de prendre le dernier train pour rentrer, un mensonge, mais un mensonge utile. Le sac contenait des vêtements de rechange, des articles de toilette et un dossier de documents que j'avais conservé pendant 15 ans, reçus, relevés bancaires, photographies, une chronologie que j'avais construite montrant chaque investissement. Chaque décision commerciale que Morrison Capital avait prise depuis 2008. Tout ce qu'ils avaient construit avec mon argent. J'ai passé 1 heure à revoir cette chronologie, assise à ma table de cuisine où j'avais pris tant de décisions que personne ne connaissait. L'investissement en octobre 2008, le mariage en décembre où il m'avait assise au dernier rang, l'éloignement de Jessica des visites hebdomadaires à 2 fois par an, Émilie demandant qui j'étais, Lucas grandissant sans connaître l'existence de sa grand-mère. 15 ans de preuve que je leur avais donné toutes les chances. Jeudi 23 novembre, Thanksgiving. Je me suis réveillé à 5 heures, j'ai fait du café et je me suis habillé avec soin. La robe bleu marine tombait bien. Je portais les boucles d'oreilles en perles que James m'avait offertes pour notre 20e anniversaire. Les seuls bijoux que je possédais qui pourraient passer dans leur monde. Mes cheveux étaient gris. Mes mains montraient mon âge. Mais quand je me suis regardé dans le miroir, j'ai vu quelqu'un que je reconnaissais. Quelqu'un qui avait assez attendu. À 17 h ce soir-là, j'ai appelé un Uber. Le premier que j'ai jamais pris. Le chauffeur était un jeune homme qui a essayé de discuter de la fête, mais j'étais trop concentré pour répondre avec plus que des politesses. Nous avons traversé le Queens en passant par des quartiers de plus en plus riches. Les maisons devenaient plus grandes, les pelouses plus entretenues, les voitures plus chères. C'était le voyage que Jessica avait fait il y a 15 ans, loin de ses origines vers une richesse qu'elle n'avait pas méritée. Nous sommes arrivés à 17h55. Le domaine des Morrison se trouvait derrière des grilles en fer qui avaient déjà été ouvertes pour les invités. La maison était illuminée, chaque fenêtre dorée, laissant entrevoir la vie à l'intérieur. Par les fenêtres de devant, je pouvais voir du mouvement, des silhouettes en vêtements chers. Ma fille quelque part là-dedans. Mes petits-enfants. William Morrison, qui pensait avoir bâti un empire sur son propre génie. J'ai payé le chauffeur et je suis resté au bas des marches d'entrée, regardant la maison qui représentait tout ce pourquoi on m'avait dit que je n'étais pas assez bien. 15 ans. Ce soir, ça allait se terminer. J'ai gravi lentement les marches, mon sac de voyage dans une main. L'immense porte d'entrée se dressait devant moi, en bois sombre, valant probablement plus que ma première voiture. À travers les panneaux de verre dépoli, je pouvais voir des formes bouger, entendre des voix, des rires. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver. J'ai levé la main et j'ai sonné.
Le son a résonné dans la maison. J'ai entendu des pas approcher. La serrure a commencé à tourner. Dans un instant, cette porte s'ouvrirait. Et quand elle le ferait, je passerais, non pas comme la belle-mère rejetée, non pas comme la grand-mère oubliée, non pas comme le cas de Charité du Queens. Je passerais comme moi-même, entièrement. Enfin. L'écho de la sonnette s'est estompé. Les pas se sont rapprochés. La serrure a cliqué. Il était temps. Une femme de ménage que je n'avais jamais vue auparavant a ouvert la porte. Jeune, blonde. Elle m'a regardé avec une confusion polie. Puis-je vous aider? Je suis la mère de Jessica Morrison. Ses yeux se sont légèrement écarquillés. Oh, oui. Entrez, s'il vous plaît. Elle m'a conduite dans le salon où Patricia Morrison était assise avec un martini. Patricia a levé les yeux, la surprise vacillant sur son visage. Margaret, vous êtes en avance. Jessica a dit 18 heures. Vraiment? Le ton de Patricia suggérait que Jessica avait fait une erreur. Eh bien, William est dans son bureau. Les enfants sont à l'étage. Jessica et Brandon devraient être là sous peu. Elle ne m'a pas offert à boire. Ne m'a pas invité à m'asseoir. Je suis resté là, tenant ma tarte, me sentant exactement aussi invisible qu'il le voulait. À 18h45, nous sommes passés à la salle à manger. La table était dressée pour 11 personnes. Cristal, porcelaine, chandelier en argent. J'ai attendu de voir où je serais assise. Jessica est apparue dans l'embrasure de la porte. Elle m'a vu et quelque chose a vacillé dans ses yeux. Culpabilité. Agacement. Maman, tu es là. Elle m'a embrassé rapidement sur la joue. Allez, asseyons tout le monde. Elle m'a guidé vers le bout de la table, près de la porte de la cuisine, le siège le plus éloigné de William, qui était assis à la tête comme un roi tenant sa cour. Brandon et Jessica étaient assis près de lui, Marcus à sa gauche, Patricia à sa droite. Emily et Lucas étaient au milieu, assez près pour entendre les adultes, mais assez loin pour être ignorés. Et j'étais au bout, le bout oublié. Le dîner a commencé à 19h. Dinde rôtie, accompagnement préparé par le personnel. Tout était traiteur, sauf ma tarte, qui était restée sur le comptoir, intacte. Patricia avait commandé des desserts chez le Bernardin. Beaucoup plus raffinés, avait-elle dit en voyant ma tarte. Mais merci, Margaret. La conversation coulait autour de moi. Affaire. Marcus discutant de l'expansion à Toronto. Brandon expliquant une question juridique. William dominait, comme toujours. Emily était assise en face de moi, fixant son téléphone. Lucas m'a regardé une fois, m'a fait un petit sourire. Chaleureux. La seule chaleur à cette table. À 19h25, William a tapé sur son verre. La table est devenue silencieuse. J'ai une annonce à faire, a-t-il dit. Il s'est levé, a lissé sa cravate. Le patriarche faisant une proclamation. J'ai 72 ans. J'ai passé 50 ans à bâtir Morrison Capital à partir de rien. Il a fait une pause pour les faits. À partir de rien. Il a regardé autour de la table, absorbant leur attention. J'ai bâti cette entreprise pour en faire ce qu'elle est aujourd'hui. 4,2 milliards de dollars d'actifs sous gestion, des bureaux dans 3 pays, une réputation qui s'étend sur des décennies. Marcus a hoché la tête. Brandon a souri. Jessica regardait son beau-père avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. Le regard de William a balayé la table, s'est posé brièvement sur moi, m'a ignoré. Il est temps de discuter de la succession. Mes mains étaient croisées sur mes genoux. Pour quiconque regardait, j'avais l'air calme, mais à l'intérieur, je comptais. 15 ans. 15 ans à regarder cet homme s'attribuer le mérite d'une entreprise que j'avais sauvée. 15 ans à regarder ma fille m'effacer de sa vie. 15 ans assise au bout de la table pendant qu'il parlait de bâtir quelque chose à partir de rien. Il ne l'a pas bâti à partir de rien. Il l'a bâti avec mes 50 millions de dollars. William a continué, Marcus prendra la relève en tant que président et PDG en juin 2024. Marcus s'est redressé, fier. Brandon continuera en tant que conseiller principal. Brandon a hoché la tête.
Jessica recevra 3% des capitaux propres en cadeau familial. Les yeux de Jessica se sont écarquillés. Papa Morrison, c'est... Merci. William a souri, bienveillant, généreux. Et Patricia, bien sûr, conservera sa collection de bijoux et la propriété de Palm Beach. Patricia a levé son verre, à la famille. Tout le monde a bu, sauf moi, car William n'avait pas fini. Il s'est retourné, a regardé au bout de la table, vers moi. Il y a une dernière chose, a-t-il dit. Et je savais exactement ce qui allait arriver. Mes mains tremblaient. Pas de peur, d'anticipation. William a regardé au bout de la table, vers moi. Nous devons discuter de la situation de Margaret. Jessica s'est agitée sur sa chaise. Papa Morrison, en fait. Elle a jeté un coup d'œil à Brandon. En fait, Brandon et moi en avons parlé. William a haussé un sourcil, intrigué. Jessica a pris une grande inspiration. Quand elle a parlé, sa voix était prudente. Répétez. Maman, nous savons que les choses ont été difficiles pour toi, vivre dans le Queens, l'appartement. Nous savons que tu as eu des difficultés. Je n'ai rien dit. Brandon et moi nous sommes inquiétés. N'est-ce pas? Elle a regardé son mari. Brandon a hoché la tête. Oui, Margaret, très inquiet. Jessica a continué. Son ton était doux, concerné. La voix d'une belle fille. Nous t'avons aidé discrètement, n'est-ce pas, Brandon? Avec les factures, avec les courses. Nous n'avons rien dit parce que nous ne voulions pas que tu te sentes gêné. J'ai regardé ma fille. C'était un mensonge. Il ne m'avait pas donné un seul dollar, mais elle le disait ici, devant William, Patricia, Marcus, les enfants, créant une histoire. Alors, Brandon et moi avons parlé, a dit Jessica, et nous pensons qu'il est temps de formaliser les choses. Pour nous assurer que tu es prise en charge correctement. Elle a regardé William. Il la regardait avec approbation. Nous aimerions te verser une allocation mensuelle. 3000 $ par mois. Ça devrait couvrir le loyer, la nourriture, les frais médicaux. 3000 $ par mois pour une femme qu'il pensait pauvre. Ça sonnait généreux. Ça sonnait comme de la charité. Patricia a hoché la tête. C'est très attentionné, Jessica. Marcus s'est penché en arrière. Très responsable. La voix de Jessica s'est encore adoucie. Et maman, nous avons pensé. Le Queens n'est plus vraiment le meilleur endroit pour toi. Les escaliers dans ton immeuble, le quartier. À ton âge. J'ai 68 ans, ai-je dit doucement. Exactement, a dit Jessica rapidement. C'est pourquoi nous pensons que tu serais plus à l'aise quelque part avec du soutien, du personnel médical, des activités. William a souri. Ce que Jessica suggère est très sensé. Jessica m'a regardé. Il y a une belle résidence pour personnes âgées à Parsippany, dans le New Jersey. C'est propre, sûr. Ils ont des infirmières sur place, une salle à manger. Nous t'installerions dans un bel appartement là-bas. Tu vendrais l'appartement du Queens, ce qui, honnêtement, maman, tu aurais dû faire il y a des années, et tu utiliserais cet argent pour les frais de l'établissement. Elle a fait une pause. Et le meilleur, c'est que tu serais près des soins médicaux, et tu n'aurais pas à t'inquiéter d'être un fardeau. La table était silencieuse. Émilie fixait son assiette. Lucas me regardait, confus. J'ai croisé le regard de Jessica. Tu veux que je vende ma maison, que je déménage dans une maison de retraite et que je vive de 3000 $ par mois que tu me donnes comme charité. Le visage de Jessica a vacillé, sur la défensive. Ce n'est pas de la charité, maman. C'est la famille qui prend soin de la famille. William est intervenu. Margaret, je pense que tu devrais y réfléchir sérieusement. Jessica et Brandon t'offrent la sécurité, la stabilité. La fierté ne paie pas les factures. Il l'a dit gentiment, paternalistement, comme s'il me faisait une faveur. Marcus a ri. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi tu es encore dans le Queens. Un établissement dans le New Jersey semble parfait, beaucoup plus approprié. Patricia a levé son verre. À la famille, qui prend soin des siens. Jessica m'a regardé,
attendant. Elle s'attendait à ce que je dise merci. Elle s'attendait à ce que je sois reconnaissante. J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais William m'a interrompu. Tu n'as pas besoin de décider tout de suite, Margaret. Mais nous pensons tous que c'est la bonne décision. Tu seras à l'aise, prise en charge, et Jessica et Brandon n'auront plus à s'inquiéter pour toi. Il a souri. Après tout, tu vieillis, et franchement, ta situation de vie actuelle est. Eh bien, elle n'est pas vraiment digne de la famille dans laquelle Jessica s'est mariée. J'ai regardé ma fille. Elle n'a pas bronché, ne s'est pas excusée. Elle m'a regardé et a hoché la tête comme pour dire, oui, c'est exactement ça. Alors, a dit William, êtes-vous d'accord que c'est le mieux? La pièce était silencieuse. Tout le monde me regardait. Les yeux d'Emily étaient grands ouverts. Lucas avait l'air de vouloir dire quelque chose, mais n'osait pas. Le visage de Jessica était calme, expectant. Elle avait orchestré cela, l'allocation, l'établissement, l'histoire selon laquelle il m'avait aidé depuis le début. Elle m'avait préparé à être retiré proprement, gentiment, avec l'approbation de tous. J'ai lentement plié ma serviette, je me suis levé, j'ai regardé Jessica, William, Marcus, Patricia, ma fille qui venait d'essayer de m'effacer complètement. Jessica, ai-je dit doucement. Puis-je te parler en privé? Jessica a cligné des yeux. Maman, je ne pense pas, en privé, a dit William en agitant la main. Laisse-la parler, Jessica. Elle est émotive. C'est compréhensible. Jessica s'est levée, à contre-cœur. Nous sommes allés dans le couloir, et c'est là que tout a changé. Nous nous tenions dans le couloir, loin de la salle à manger, loin de leur regard. Jessica a croisé les bras. Maman, s'il te plaît, ne fais pas de scène. Une scène? Tu sais ce que je veux dire. C'est une bonne chose. On essaie de t'aider. J'ai regardé ma fille. Vraiment. Je l'ai regardée. Robe de créateur, coiffure parfaite, des bijoux qui coûtaient plus que ce que la plupart des gens gagnaient en un an. Tu ne m'as pas donné un seul dollar, Jessica. Elle a cligné des yeux. Quoi? Tu as dit que tu m'aidais discrètement, que tu payais mes factures, mes courses. Ce n'est pas vrai. Son visage a rougi. Eh bien, on a prévu de le faire. Tu as menti. Devant tout le monde. Tu as créé une histoire qui te fait paraître généreuse et moi pathétique. Ce n'était pas le cas, maman. Tu déformes les choses. Tu veux que je vende ma maison, que je déménage dans une maison de retraite dans le New Jersey, que je vive de ta charité et que je disparaisse. La voix de Jessica s'est durcie. Est-ce vraiment si terrible? Tu as 68 ans. Tu vis seul dans un appartement exigu du Queens. Tu couds des vêtements pour $20 de l'heure. Il est peut-être temps d'accepter de l'aide. De ta part? Oui, de ma part. Je suis ta fille. J'essaie de prendre soin de toi. Tu m'as assise au dernier rang à ton mariage, Jessica. Elle s'est figée. Tu as dit à Emily que j'habitais loin. Tu m'as coupé des photos de famille. Tu oublies de m'inviter aux événements scolaires. Et maintenant, tu veux m'envoyer dans le New Jersey pour ne plus avoir à penser à moi du tout. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Les yeux de Jessica se sont remplis de larmes. Mais c'étaient des larmes de colère. Tu ne comprends pas ce que c'est, maman. Faire partie de cette famille, les attentes, les normes. J'ai travaillé si dur pour m'intégrer. Et chaque fois que tu te présentes avec tes vêtements usés en parlant de couture et du Queens, je dois t'expliquer, te défendre, trouver des excuses pour expliquer pourquoi ma mère est pauvre. Elle n'a pas répondu. J'ai hoché la tête lentement. Tu as honte de moi. Ce n'est pas vrai. Si. Tu as honte de moi depuis le jour où tu as rencontré Brandon. Et au lieu de gérer ça, tu as décidé qu'il serait plus facile que je disparaisse. Jessica s'est essuyé les yeux. Il ne s'agit pas de honte. Il s'agit de ce qui est le mieux pour tout le monde, y compris pour toi. $3000 par mois et une maison de retraite à Parsippany, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Oui. Sa voix s'est élevée. Oui, maman. Parce qu'en ce moment, tu es une source d'embarras, et je ne peux pas continuer comme ça.
Les mots ont plané entre nous. Une source d'embarras. Ma fille, ma Jessica. La petite fille que j'ai élevée seule après la mort de James. Elle me regardait avec quelque chose qui ressemblait à du ressentiment. Je dois y retourner, a-t-elle dit doucement. Ils attendent. Vas-y. Tu viens? Non, je pars. Ses yeux se sont écarquillés. Maman, tu ne peux pas partir comme ça. Regarde-moi faire. Je suis allé à la porte d'entrée, j'ai pris mon manteau. Jessica a suivi. Si tu pars maintenant, ça va ressembler à quoi, Jessica? À une impolie, une ingrate? Laisse-les penser ce qu'ils veulent. Maman. Je me suis retourné, je l'ai regardé une dernière fois. Tu devrais réfléchir très attentivement à ce que tu as fait ce soir, parce qu'un jour, tu comprendras exactement ce que tu as jeté. J'ai appelé un Uber. 23 minutes plus tard, j'étais de retour dans le Queens. J'ai fait du thé, je me suis assise à ma table de cuisine. À 20h15, mon téléphone a sonné. Jessica. Je n'ai pas répondu. Elle a rappelé à 20h30. 20h45. 21h. Finalement, elle a envoyé un texto, « Maman, s'il te plaît. On peut parler ?» J'ai répondu, « Pas ce soir. » À 21h15, j'ai appelé Robert Foster. Robert, c'est Margaret. Margaret, il est tard. Est-ce que tout va bien? Non, pas du tout. J'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Bien sûr. Demain matin, à la première heure, je veux que vous déposiez les documents de divulgation auprès de la SEC, la structure de propriété complète de MS Holdings LLC. Je veux que tous les membres du conseil d'administration de Morrison Capital soient informés qu'il y aura une assemblée extraordinaire des actionnaires. Lundi, 14h. Silence. Margaret, vous êtes sûre? Je suis sûr. Cela va tout changer. Je sais. Une fois que vous ferez ça, il n'y aura pas de retour en arrière. J'ai regardé autour de ma petite cuisine, la table où j'avais cousu des milliers de robes, la fenêtre qui donnait sur le Queens. Je ne vais pas en arrière, Robert. Je vais de l'avant. Déposer tout demain. Compris. J'ai raccroché, je suis resté assise dans le noir. Dans 72 heures, j'entrerai dans une salle de conseil d'administration à Manhattan et je révélerai que je détenais 51% d'une entreprise valant plus de 4 milliards de dollars. William Morrison perdrait tout et ma fille comprendrait enfin qui était vraiment sa mère. Je n'ai pas pleuré. J'ai versé une autre tasse de thé et j'ai attendu lundi. Si vous êtes toujours là, commentez un chiffre de 1 à 8 pour que je sache que vous êtes toujours avec moi et dites-moi si vous étiez à ma place après avoir été traité comme ça. Partiriez-vous tranquillement ou reviendriez-vous prendre le siège qu'il ne s'attendait jamais à ce que vous réclamiez? La partie suivante est celle où les choses prennent un tournant radical. Veuillez noter que l'histoire suivante contient des éléments dramatisés à des fins narratives et éducatives. Certains détails peuvent être fictifs. Si vous préférez ne pas continuer, vous êtes libre de vous arrêter ici. Lundi matin, je me suis réveillée à 5 heures, non pas parce que j'étais anxieuse, mais parce que j'étais prête. J'étais prête depuis 15 ans. J'ai fait du café et j'ai regardé le lever du soleil. La même vue que j'avais depuis 43 ans. Petit jardin, clôture, maison des voisins. D'ici ce soir, tout serait différent. À 7 heures, je suis allé au salon de coiffure. Maria, qui me coupait les cheveux depuis 20 ans, a haussé les sourcils quand j'ai demandé une coiffure professionnelle. Vous avez un entretien d'embauche, Margaret? Quelque chose comme ça. J'ai porté le tailleur bleu marine que j'avais acheté il y a des mois. Professionnel, confiant. Quand je me suis regardé dans le miroir, j'ai vu quelqu'un qui avait sa place dans les salles de conseil. Madame Rodriguez arrosait ses plantes quand je suis parti. Elle m'a regardé. Margaret, tu as l'air puissante. Merci. Je me sens puissante. À 9h ce matin-là, à 51 étages au-dessus de Manhattan, William Morrison a reçu une lettre recommandée. Son assistante l'a apportée lors d'une réunion avec Marcus. Il l'a ouverte nonchalamment, puis son visage est devenu blanc. Avis d'assemblée extraordinaire des actionnaires. Convoqué par MS Holdings LLC.
Lundi 27 novembre 2023, 14 h. Présence obligatoire de tous les membres du conseil d'administration. Mais qu'est-ce que c'est que ça, a exigé William. MS Holdings convoque une réunion. Ils sont restés silencieux pendant 15 ans. Que veulent-ils maintenant? Il a immédiatement appelé son avocat. Découvrez qui possède MS Holdings. Je veux un nom. À 10 h, l'avocat a rappelé, la voix tendue. Monsieur, j'ai essayé de remonter jusqu'aux bénéficiaires effectifs par le biais des dépôts du Delaware. Il y a plusieurs couches, des fiducies offshore, des directeurs prête-nom dans 3 juridictions. Celui qui possède ça a été très prudent pour rester anonyme pendant 15 ans. Mais Robert Foster a été notre contact, a dit William avec impatience. Appelez-le. Je l'ai fait, monsieur. Il a dit qu'il agissait uniquement en tant que conseiller juridique et agent enregistré. Il ne divulguera pas le bénéficiaire effectif avant la réunion de 14 h. William arrive froidement. Un milliardaire sans visage pense qu'il peut entrer dans ma salle de conseil après 15 ans à toucher des dividendes sans rien dire. Qui l'essaie? Monsieur, a hésité l'avocat. Ils ont invoqué la section 7.3 de l'accord d'exploitation. Disposition sur le transfert de contrôle. Si vous n'assistez pas, ils peuvent vous révoquer par contumace. Très bien, a claqué William. Je serai là, et je veux que toute notre équipe juridique soit présente. Si quelqu'un essaie de prendre mon entreprise, il va y avoir une bagarre. À 10 h 15, il a appelé Jessica. Ta mère a été très impolie hier soir, a-t-il dit. Partir comme ça. J'essayais de l'aider. Je sais, William. Je suis désolé. Elle est juste têtue. Eh bien, j'ai de plus gros problèmes maintenant. Un investisseur convoque une réunion d'urgence. Il veut probablement me pousser dehors maintenant que j'ai annoncé mes plans de succession. Tu y crois? Après tout ce que j'ai construit. Jessica a fait des bruits de sympathie. Elle n'avait aucune idée que dans 4 heures, tout son monde s'effondrerait. À 14 h cet après-midi-là, la salle du conseil de Morrison Capital était remplie d'hommes tendus. William était assis, rigide, à la tête de la table en acajou. Marcus se tenait près des fenêtres, les bras croisés. Les 3 membres indépendants du conseil chuchotaient avec urgence. Les avocats d'entreprise bordaient les murs, prêts au combat. Tout le monde attendait. Personne ne savait ce qui allait arriver. Robert Foster était assis calmement d'un côté, sa mallette fermée, son expression neutre. William ne cessait de le foudroyer du regard, mais Robert ne laissait rien paraître. À 14 h 05, la porte s'est ouverte. Je suis entré, flanqué de Robert et d'un conseiller financier. William m'a regardé, puis a regardé au-delà de moi, cherchant le véritable propriétaire, un gentleman distingué dans un costume cher. Quand j'ai continué à marcher droit vers la tête de la table, il a éclaté de rire. Margaret, que faites-vous ici? Ce n'est pas un endroit pour les couturières. Allez attendre Jessica dehors. Je ne me suis pas arrêté. J'ai atteint la tête de la table où il était assis. Levez-vous, William. Son sourire a vacillé. C'est ma place. Non, ai-je dit doucement. C'est la mienne. Et à partir de cet instant, vous n'avez plus l'autorité de donner des ordres à quiconque dans ce bâtiment. J'ai regardé Robert. Il a ouvert sa mallette et a placé des documents devant chaque membre du conseil. William a saisi sa copie, son visage passant du rouge au blanc en lisant « MS Holdings LLC ». Bénéficiaire effectif, Margaret Ann Sullivan. Participation, 51% des capitaux propres. Date d'entrée en vigueur, 28 octobre 2008. Vous, sa voix s'est brisée. C'est vous MS Holdings. Je me suis assise dans son fauteuil. Messieurs, ai-je dit, ma voix portant à travers la pièce silencieuse. Je m'appelle Margaret Sullivan. Je suis la fondatrice et l'unique propriétaire de MS Holdings LLC, et je détiens 51% de cette entreprise. J'ai regardé autour de la table, le visage cendré de William, la mâchoire pendante de Marcus, les membres du conseil figés d'incrédulité. Pouvons-nous commencer? Je me suis assise à la tête de la table de William Morrison, et j'ai ouvert mon dossier. Messieurs, ai-je dit, laissez-moi vous présenter la chronologie. Robert Foster a distribué des dossiers à chaque membre du conseil.
Documentation, relevés bancaires, dépôts légaux. 25 octobre 2008. Morrison Capital était à 48 heures de la faillite. L'entreprise avait besoin de 50 millions de dollars ou elle s'effondrerait. Le visage de William était blanc. À cette date, MS Holdings LLC a fait une offre. 50 millions de dollars pour 51% des capitaux propres. J'ai regardé William. Vos avocats ont examiné les conditions pendant 3 jours. Accord de participation standard, siège au conseil d'administration, dispositions de protection, tout était légal et transparent. L'accord a été conclu le 28 octobre 2008. Un des membres du conseil, James Chen, a pris la parole. Madame Sullivan, nous savons depuis 15 ans que MS Holdings détient 51%. Ce que nous ne savions pas, c'est que vous êtes MS Holdings. Correct. Mais plus important encore, ai-je continué, ce que vous ne savez pas, c'est ce que William prévoyait de faire aujourd'hui. J'ai sorti un autre document. Il y a 3 semaines, les avocats de William ont rédigé un nouveau règlement intérieur, la section 7.4. Il aurait exigé que tous les actionnaires détenant plus de 10% divulguent publiquement leur identité ou renoncent à leur droit de vote. Le silence se fit dans la pièce. Le vote était prévu pour aujourd'hui. Après son annonce de succession, il prévoyait de priver MS Holdings de son pouvoir de vote, puis de consolider le contrôle avec Marcus et Brandon. Les avocats de William ont commencé à parler. Je l'ai interrompu. C'est une stratégie astucieuse. Forcer l'actionnaire anonyme à se révéler ou à perdre son pouvoir. Sauf qu'il y a un problème. J'ai fait glisser le document sur la table. Notre accord d'investissement initial de 2008 interdit spécifiquement toute modification des statuts qui affectent matériellement les droits des actionnaires sans un consentement unanime. Robert Foster bloque cela depuis 3 semaines. C'est pourquoi cette réunion d'urgence a été convoquée. Vous ne prévoyez pas d'annoncer une succession, William. Vous prévoyez un coup d'État. Marcus s'est penché en avant. Ce n'est pas, tais-toi, Marcus. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Je me suis retourné vers le conseil. Maintenant, laissez-moi vous dire qui je suis et comment je suis arrivé ici. Mon mari, James, est décédé en 2003. Il m'a laissé 11 millions de dollars. J'ai investi prudemment, actions technologiques, immobilier. En 2007, j'avais 150 millions. En octobre 2008, j'ai utilisé 50 millions de cette somme pour sauver cette entreprise. Chaque expansion majeure depuis lors a été financée par mon capital. Le bureau de Toronto en 2012, l'acquisition de Brennan en 2015, la tour de Chicago en 2019. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appuyé sur « Lecture ». La voix de Jessica a rempli la pièce. Patricia, j'ai besoin de tes conseils. C'est à propos de ma mère. Voix de Patricia, qu'est-ce qu'il y a avec elle? Elle devient un problème. Chaque fois qu'elle se présente, j'ai l'impression de devoir m'excuser pour elle. Que veux-tu dire? Qu'elle ne fait pas vraiment partie de ce monde. Alors peut-être est-il temps de créer une certaine distance, ma chère. Tu as raison. Je me sens juste coupable. Ne le sois pas. Tu protèges ta famille. Ta vraie famille. L'enregistrement s'est terminé. Cette conversation a eu lieu il y a 2 ans. Ma fille m'a systématiquement effacé de sa vie parce qu'elle avait honte. Il y a 4 jours, au dîner de Thanksgiving, elle a proposé de m'envoyer dans une maison de retraite dans le New Jersey avec 3000 $ par mois comme charité. Elle a fait cela alors qu'elle était assise à une table achetée avec les bénéfices d'une entreprise que je possède. Je me suis levé. Je détiens 51% de cette entreprise. Morrison Capital gère actuellement 4,2 milliards de dollars d'actifs. Ma participation vaut plus de 2 milliards. William Morrison, vous avez essayé de me priver de mes droits de vote pour pouvoir confier cette entreprise à votre fils. Ça s'arrête maintenant. Je propose que William Morrison soit démis de ses fonctions de PDG avec effet immédiat. Que Marcus Morrison soit licencié en tant que vice-président. Et que Brandon Morrison soit rétrogradé au rang d'associé principal avec un statut probatoire. James Chen a regardé les autres membres du conseil. Je seconde. Tous pour. 3 mains se sont levées immédiatement. Avec mes 51%, le vote a été adopté.
La sécurité vous escortera dehors, William. William s'est levé, tremblant. Son visage était passé du blanc au rouge puis au gris. Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai bâti cette entreprise. Vous l'avez bâtie avec mes 50 millions de dollars, et vous venez d'essayer de me la voler. J'ai fait un signe de tête à la sécurité. La porte s'est ouverte. Jessica se tenait là, pâle, tremblante. Elle avait tout entendu. Maman. J'ai regardé ma fille. Entre, Jessica. Nous devons parler. Ma fille est entrée dans cette salle de conseil à 15h15. Son visage était strié de larmes, ses mains tremblaient. Le monde soigneusement construit qu'elle avait bâti s'effondrait autour d'elle. Elle avait entendu l'enregistrement, s'était entendu dire à Patricia que je devenais un problème, que je ne comprenais pas comment les choses fonctionnaient. Elle avait entendu le vote, vu William et Marcus escortés par la sécurité. Maintenant, elle se tenait dans l'embrasure de la porte, me fixant. Maman. J'ai désigné la chaise en face de moi. Assieds-toi, Jessica. Elle s'est assise. Robert Foster et les membres du conseil se sont discrètement excusés. La porte s'est fermée. Nous étions seuls. Est-ce vrai, a murmuré Jessica. Tu détiens 51%. Oui. Depuis 2008. Oui. Elle a regardé autour de la salle de conseil. La table en acajou, les fauteuils en cuir, la vue sur Manhattan. Tu as possédé cette entreprise pendant 15 ans. Tu as sauvé William de la faillite. Et tu ne me l'as jamais dit. Non. Pourquoi? Je me suis penché en avant. Parce que je voulais voir qui tu deviendrais, qui tu choisirais d'être quand tu pensais que j'étais impuissante. Jessica a tressailli. Je voulais savoir, ai-je continué, si tu m'aimerais pour qui je suis. Si tu me défendrais, si tu me traiterais avec respect, même quand tu pensais que je n'avais rien. Maman, tu ne l'as pas fait. Ses yeux se sont remplis de larmes. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Tu m'as assise au dernier rang à ton mariage. Tu as dit à tes enfants que j'habitais loin et que j'étais trop occupé pour les voir. Tu m'as coupé des photos. Tu as menti à tes beaux-parents en disant que tu m'aidais financièrement alors que tu ne m'as jamais donné un centime. J'essayais de te protéger. Non, Jessica, tu essayais de te protéger. Tu avais honte de moi. Elle a sangloté. Ce n'est pas vrai. Si. Tu as dit à Brandon que je n'étais qu'une couturière. Tu as dit à Patricia que je devenais un problème. Il y a 4 jours, tu t'es tenu devant ta famille et tu as proposé de m'envoyer dans une maison de retraite dans le New Jersey. Je pensais que c'était ce dont tu avais besoin. Tu pensais que c'était ce dont tu avais besoin. Tu avais besoin que je disparaisse, que je sois hors de vue, pour pouvoir faire comme si je n'existais pas. Jessica a couvert son visage de ses mains. Sais-tu ce qui m'a fait le plus mal, ai-je demandé doucement. Ce n'était pas la condescendance de William. Ce n'était pas la cruauté de Patricia. C'était toi, ma fille. La petite fille que j'ai élevée seule après la mort de ton père. Tu les as choisis plutôt que moi, à chaque fois. Je suis désolé. Es-tu désolé, ou es-tu désolé de t'être fait prendre? Elle a levé les yeux. Le mascara coulait sur ses joues. Les deux. Je suis désolé pour les deux. Au moins, c'était honnête. Qu'est-ce qui se passe maintenant, a-t-elle murmuré. Maintenant, Morrison Capital a une nouvelle direction. William est parti. Marcus est parti. Brandon est rétrogradé. L'entreprise sera dirigée par des gens qui ont mérité leur poste, pas des gens qui en ont hérité. Et moi? Tu gardes tes 3% de participation. Considère ça comme un cadeau. Mais tu n'as pas de place à cette table, Jessica. Tu ne l'as pas mérité. Elle a hoché la tête, brisée. Puis-je te poser une question, ai-je dit. Quoi? Si je t'avais dit il y a 15 ans que je valais 150 millions de dollars, m'aurais-tu traité différemment? Jessica a ouvert la bouche, l'a refermée. Sois honnête. Elle a baissé les yeux. Oui, probablement. C'est ce que je pensais. Je me suis levé. Je t'aime, Jessica. Je t'aimerai toujours. Mais l'amour ne signifie pas accepter d'être maltraité. Plus maintenant.
Je me suis dirigé vers la porte. Maman, attends. Je me suis retourné. J'ai besoin de temps, ai-je dit. Pour savoir si nous pouvons reconstruire ça. Mais cela va exiger que tu regardes très attentivement les choix que tu as faits, qui tu es devenu, et que tu décides si c'est ce que tu veux être. Jessica a hoché la tête à travers ses larmes. J'ai ouvert la porte. Quand tu seras prête à parler, vraiment parler, appelle-moi. Mais pas avant. Je suis sorti, j'ai descendu le couloir, je suis entré dans l'ascenseur. Les portes se sont fermées. J'ai descendu 51 étages. Et pour la première fois en 15 ans, j'ai pleuré. Pas de tristesse, de soulagement. J'étais enfin libre. Je suis rentré dans le Queens par le train numéro 6. Personne ne m'a remarqué. Une femme de 68 ans dans un tailleur bleu marine qui venait de faire tomber l'empire d'un homme de 72 ans. Madame Rodriguez arrosait ses plantes quand je suis arrivé. Margaret, tu as l'air différente. Je me sens différente. Bonne. Différente. J'ai souri. Oui, bonne. Différente. Ce soir-là, mon téléphone a commencé à sonner. Jessica, encore et encore. Je n'ai pas répondu. À 22h, elle a envoyé un texto, maman, s'il te plaît. J'ai besoin de te parler. À 22h30, je sais que j'ai tout gâché. S'il te plaît, laisse-moi juste m'expliquer. À 23h, je suis tellement désolé. S'il te plaît, maman. À minuit, je t'aime. S'il te plaît, ne me ferme pas la porte. J'ai éteint mon téléphone et j'ai regardé par la fenêtre. Jessica était assise sur les marches devant mon immeuble. Elle avait conduit depuis le Connecticut, 1h30. À minuit, elle est restée assise là pendant 2 heures, juste assise, fixant ma fenêtre. Je ne suis pas descendu. À 2h du matin, Madame Rodriguez est sortie en peignoir, a apporté un café à Jessica. Elles ont parlé quelques minutes, puis Jessica est partie. Le lendemain matin, mardi, la nouvelle a éclaté. Le PDG de Morrison Capital est évincé par un mystérieux actionnaire majoritaire. La couturière milliardaire, la femme qui possédait Morrison Capital depuis 15 ans. Wall Street secouée par un drame familial. À midi, j'avais 47 appels manqués de journalistes. Robert Foster a appelé. Margaret, tout le monde veut une interview. Le Times, le journal, Bloomberg. Refusez tout. Ils offrent des sommes importantes. Je n'ai pas besoin d'argent, Robert. J'ai besoin de paix. Compris. Les conséquences immédiates ont été rapides. William Morrison a été escorté de son bureau à 15h30 le lundi. La sécurité l'a surveillé pendant qu'il emballait ses affaires. J'ai appris plus tard qu'il avait essayé de prendre des dossiers, des documents d'entreprise, des archives personnelles, a-t-il prétendu. La sécurité l'a arrêté. Tout ce qu'il avait construit chez Morrison Capital est resté chez Morrison Capital. Il est parti par l'ascenseur de service, le quai de chargement, pas par l'entrée des cadres qu'il avait utilisés pendant 50 ans. Une employée, une analyste junior qu'il avait publiquement humiliée le mois dernier, se tenait près de l'ascenseur. Elle n'a rien dit, elle a juste regardé. William l'a vu. Son visage s'est décomposé. Mercredi, ses avocats ont appelé les miens. Le domaine du Connecticut avait une hypothèque auprès de l'une de mes sociétés de portefeuille. Il voulait renégocier les conditions. La réponse de Robert, le prêt est exigible en totalité dans les 30 jours, conformément à la clause d'accélération déclenchée par la cessation d'emploi de M. Morrison. S'il ne peut pas payer, la propriété sera saisie. William ne pouvait pas refinancer. Aucune banque ne voulait le toucher. La maison a été mise en vente le jeudi matin. Marcus Morrison a été licencié le mardi matin. Son bureau a été fouillé. Des courriels supprimés ont été récupérés, montrant une fraude systématique, des dîners qui n'ont jamais eu lieu, des voyages d'affaires à Vegas avec des maîtresses, des chambres d'hôtel facturées comme des réunions de clients. Le total, 300 000 $ sur 5 ans. Mes avocats ont envoyé l'audit à toutes les grandes sociétés financières de New York avec une simple note, pour vos dossiers de diligence raisonnable. Marcus a été mis sur liste noire en 48 heures. Brandon Morrison a reçu sa lettre de rétrogradation le mardi après-midi.
Son bureau d'angle a été réattribué. Son assistante a été transférée. Jeudi, il était dans un cubicule au 38e étage avec un superviseur de 22 ans. Il ne s'est pas plaint, n'a pas discuté, il a juste travaillé. Patricia Morrison a demandé la séparation de corps le jeudi. Pas le divorce. Elle était trop intelligente pour ça. La séparation signifiait qu'elle gardait l'accès à la fiducie familiale, mais elle a perdu tout le reste. Le country club lui a demandé de démissionner. Les conseils d'administration des œuvres de charité ont discrètement retiré son nom des en-têtes. Elle m'a envoyé un courriel jeudi soir. Vous avez détruit ma famille. J'espère que vous êtes heureuse. Je n'ai pas répondu. Mercredi matin, Jessica est revenue. J'ai ouvert la porte. Elle se tenait là, en jean et sweatshirt. Pas de maquillage, les yeux gonflés. Maman. Pas encore. Jessica, s'il te plaît. J'ai juste besoin. Je sais ce dont tu as besoin, mais je ne suis pas prête. Des larmes coulaient sur son visage. J'ai tout détruit, n'est-ce pas? J'ai regardé ma fille, brisée, perdue. Non, tu as détruit ce que tu pensais qui comptait. Maintenant, tu dois comprendre ce qui compte vraiment. Quand puis-je t'appeler? Quand tu seras prête à faire le travail. Le vrai travail. Pas seulement des excuses. Elle a hoché la tête et est partie. Ce soir-là, elle est revenue, s'est de nouveau assise sur les marches. N'a pas frappé, juste assise. Je l'ai regardée par la fenêtre jusqu'à minuit. Puis j'ai fermé les rideaux et je suis allé me coucher. 6 mois plus tard. Mai 2024. Dimanche après-midi. Je me suis assise dans ma cuisine, la fenêtre ouverte. Une brise de printemps. L'odeur de la cuisine de Madame Rodriguez montant de l'étage inférieur. Mon téléphone a vibré. Jessica. On arrive. Émilie a fait le dessert. Lucas veut te montrer quelque chose. Il y a 6 mois, ce mot n'aurait pas été possible. La sonnette a retenti à 15 heures. Jessica se tenait là avec Émilie et Lucas. Émilie tenait un plat couvert. Lucas serrait un dossier. Salut, maman. Salut, chérie. Entrez. Nous faisions cela depuis 3 mois maintenant. Tous les dimanches. Le premier mois avait été horrible. Des conversations guindées, de longs silences. Jessica pleurant dans ma salle de bain. Mais lentement, ça s'est amélioré. Jessica avait commencé une thérapie en décembre, 2 fois par semaine avec le docteur Rachel Chen. En février, nous avions commencé une thérapie familiale 1 fois par mois. Lors de notre 2e séance, j'avais demandé « Pourquoi les as-tu choisis plutôt que moi ?» Jessica a sangloté. Parce que je pensais que leur approbation me rendrait entière. Je pensais que si je pouvais être assez bien, je compterais enfin. Et l'as-tu été? J'étais toujours la femme de Brandon, jamais juste Jessica. Et maintenant? Maintenant je découvre qui est vraiment Jessica. Aujourd'hui, nous avons cuisiné ensemble. Rôti de bœuf, purée de pommes de terre, haricots verts. Émilie m'a parlé de la Fondation Sullivan. Grand-mère, nous avons approuvé 12 subventions commerciales ce mois-ci. Madame Patel veut ouvrir une entreprise de traiteur comme elle en avait à Mimbé. Vous l'avez approuvé. Émilie a hoché la tête. Le conseil a voté oui hier. Elle a pleuré. J'ai serré sa main. Tu apprends à quoi sert vraiment la richesse. Lucas a ouvert son dossier. Des dessins d'architecture. Détaillés. Soignés. Je veux être architecte. Comme grand-père James réparait les bâtiments, je veux les concevoir. Ma gorge s'est serrée. Il serait si fier. Maman m'a parlé de lui. De regarder les os, pas la peinture. J'ai regardé Jessica. Elle a souri. Triste, mais sincère. Je voulais qu'il connaisse aussi le côté Sullivan. Le côté qui construit des choses. Après le dîner, Émilie m'a montré des photos, des événements scolaires, des matchs de football. Lucas s'est endormi sur mon canapé. Jessica m'a aidé à faire la vaisselle. Maman, je dois te dire quelque chose. Quoi?
Je quitte Brandon. Il a arrêté de laver, s'est tourné pour lui faire face. Pas à cause de l'argent. Parce que je l'ai épousé pour les mauvaises raisons. Pour échapper à un sentiment d'inadéquation. Tu es sûr? Oui. Nous nous séparons en juin. C'est à l'amiable. Il comprend. Les enfants, ils iront bien. Nous serons coparents. Brandon a été bien à ce sujet. Je l'ai serré dans mes bras. Je suis fier de toi. Elle a pleuré. J'ai perdu tellement de temps. Non, tu as appris qu'il y a une différence. Morrison Capital s'était transformé sous la direction du docteur Patricia Reynolds. La performance s'était améliorée de 40% en 6 mois. J'avais créé la fondation Sullivan avec 100 millions de dollars, subventions pour les mères de la classe ouvrière, bourse d'études, aide juridique. Emily faisait du bénévolat tous les week-ends. Lucas avait conçu le site web. Jessica y travaillait à temps partiel. Pas de titre, pas de salaire, juste du travail. Apprendre à servir au lieu de se produire. À 18h, ils sont partis. Emily m'a serré dans ses bras. À samedi prochain. Lucas a agité ses dessins sous le bras. Jessica se tenait à la porte. Merci, maman, de ne pas avoir renoncé à moi. Je suis ta mère. Ce n'est pas possible. Elle a souri. Réel, sincère. Après leur départ, je me suis assise à ma machine à coudre. Pas pour coudre, juste pour m'asseoir. J'ai pensé aux 15 dernières années, à la douleur, à l'invisibilité, mais surtout aux 6 derniers mois. Des secondes chances méritées, pas données. Je n'étais plus invisible. Pas parce que j'avais révélé ma richesse, mais parce que j'avais exigé d'être vu selon mes propres termes. Et lentement, ma famille apprenait à me voir. Pas comme la pauvre Margaret, pas comme la riche Margaret, juste comme Margaret. Juste comme maman. Et c'était assez. Jessica se tenait à ma porte. Elle ne portait pas de vêtements de créateur, juste un jean et un simple pull. Emily tenait un plateau de dessert. Lucas tenait une boîte à chaussures. Ils avaient tous l'air anxieux. Salut, maman, dit doucement Jessica. J'ai souri. Entrez. Le dîner est presque prêt. C'était un dimanche soir de mai 2024. 6 mois depuis cette réunion du conseil d'administration de novembre. 6 mois depuis que j'avais cessé d'être invisible. Mon appartement avait changé, 3 chambres maintenant, avec des chambres pour les petits-enfants quand ils venaient. Emily et Lucas ont couru voir les leurs, s'exclamant devant la peinture fraîche et les étagères. Nous avons cuisiné ensemble. Jessica a aidé avec la salade, ses mouvements maladroits, mais sincères. Elle n'avait jamais appris à cuisiner. Patricia avait du personnel pour ça. Mais elle essayait. Le dîner était un rôti de bœuf. De la nourriture simple, faite avec amour. Emily a pris sa première bouchée et a souri. C'est tellement meilleur que le bernardin. Nous avons tous ri. J'ai demandé des nouvelles de William. Le sourire de Jessica s'est estompé. Il s'adapte. Il m'a demandé de te dire qu'il est désolé. J'accepte ses excuses, ai-je dit. Mais ça ne veut pas dire que j'ai oublié. Lucas a levé les yeux, le visage sérieux. Grand-mère, pardonneras-tu un jour à maman? Le silence se fit à table. Je ne sais pas encore, Lucas. Le pardon prend du temps. Il faut plus que des mots. Il faut un changement de comportement. J'ai regardé Jessica. Mais je suis prête à essayer. C'est pour ça que vous êtes ici. Les yeux de Jessica se sont remplis de larmes. C'est tout ce que je peux demander. Après le dîner, Emily m'a montré le travail de la fondation sur son ordinateur portable. Nous avons financé 12 entreprises le mois dernier. 83 bourses d'études. 300 travailleurs ont reçu une aide juridique. Son excitation était sincère. Elle avait trouvé un but. Lucas a présenté la boîte à chaussures, timide et fier. À l'intérieur se trouvait un coussin qu'il avait cousu à la main. Les points étaient inégaux. Le tissu plissait. Imparfait et absolument magnifique. Je l'ai fait pour toi, a-t-il dit. Je l'ai tenu avec soin. C'est parfait, mon chéri.
À 20 heures, ils se sont préparés à partir. Émilie m'a serré fort dans ses bras. À la même heure la semaine prochaine. À la même heure. Lucas m'a jeté les bras autour du cou. Je t'aime, grand-mère. Jessica m'a serré dans ses bras avec précaution. Merci de nous avoir laissé venir. Merci d'être venu. Je sais que tu as un long chemin à parcourir. Nous en avons toutes les deux, a murmuré Jessica. Après leur départ, j'ai nettoyé lentement, je me suis assise près de la fenêtre avec un café et j'ai regardé le Queen s'illuminer à la tombée de la nuit. Lundi matin, je me suis réveillée à 6 heures, j'ai fait du café, je me suis assise à ma machine à coudre, la même que j'utilisais depuis 40 ans. La lumière de l'aube filtrait par la fenêtre. La fille de Madame Rodriguez avait besoin de retouches pour un entretien d'embauche. 20 $, comme toujours. J'ai enfilé l'aiguille, j'ai mis la machine en marche. Le rythme était familier, réconfortant. J'avais 69 ans. Je détenais 51% d'une entreprise valant plus de 4 milliards de dollars. J'avais créé une fondation qui aidait des milliers de personnes. J'avais tenu tête à des hommes qui pensaient que la richesse les rendait meilleurs que les autres. Mais j'étais toujours Margaret Sullivan du Queens. Toujours la couturière qui facturait 20 $. Toujours la femme qui prenait le métro et achetait des vêtements en solde. Parce que j'avais appris quelque chose que ces hommes n'avaient jamais compris. L'argent ne vous définit pas. C'est un outil, pas une mesure de valeur. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites et qui vous devenez quand personne ne regarde votre compte en banque. J'avais passé 15 ans invisible, attendant de voir si ma famille m'aimerait sans connaître ma richesse. La réponse avait été douloureuse, mais éclairante. Maintenant, j'étais visible selon mes propres termes. L'aiguille se déplaçait régulièrement. Le tissu prenait forme. Dehors, le Queen se réveillait. Mes voisins se rendant au travail. Madame Rodriguez commençant sa journée. Le monde continuant comme il l'avait toujours fait. Et moi, enfin, complètement, puissamment, ici, vu.